Salut les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de TP and Friends, épisode 17. Et pour cette semaine, donc mon invité est un membre d'un groupe influent sur la scène Doom en France. J'ai nommé Barabas. Mon invité est donc Rodolphe, le chanteur avec qui j'ai eu la grande chance de faire un échange plutôt très éloquent. Ça fait partie des épisodes les plus longs de la série, avec presque 1 heure et demie de discussion. Nous sommes bien sûr revenus sur la genèse du groupe Barabas, mais aussi sur le parcours personnel de Rodolphe, où, commencez à le savoir, j'aime bien centrer un petit peu les entretiens autour de l'historique de mes invités, pour savoir un peu qui ils sont, et pas juste que ce soit un vecteur pour faire un peu de promotion, même si c'est très important. Mon intérêt est également de montrer un petit peu l'évolution des personnes et aussi comment ils sont arrivés là où ils en sont. Rodolphe revient un peu sur son parcours personnel de metalhead, comme il aime dire, et jusqu'au moment où il a intégré Barabas, et puis revenir sur l'historique et l'actualité de Barabas, qui a sorti récemment un nouvel album très très qualitatif, du bon Doom, très inspiré, très bien écrit, et il était très attendu ce nouvel album, donc très content du résultat. Je vous laisse donc avec ce numéro dédié au Doom. On en profite également pour parler de plusieurs acteurs au niveau de la scène Doom, à savoir Steph Le Sceau, parler des groupes, mais aussi parler du label Sleeping Church et un petit peu de toute cette scène Doom hexagonale qui tisse des liens et qui réalise des choses très intéressantes. Je vous laisse donc avec cet entretien avec Rodolphe Beuchet, chanteur de Barabas. Salut. Salut Rodolphe. Salut. C'est vraiment cool de t'avoir ce soir dans cette émission. Ça me fait très plaisir que tu aies accepté, que l'on puisse avoir cet échange, donc ça va être cool. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu aimerais bien te présenter ton parcours et bien entendu nous parler de ton groupe de cœur, le groupe de ta vie. Je te laisse te présenter et puis nous raconter un peu tout ça. Ouais. Bonjour à tous. Donc je suis Rodolphe, le chanteur du groupe Barabas. J'ai intégré le groupe en 2007. Avant ça, j'avais pas réellement eu d'expérience musicale plus approfondie que ce que je vis actuellement avec Barabas, à savoir que je suis arrivé dans le milieu de la musique un peu sur le tard. Puisqu'avant ça, j'étais plutôt dans les sports collectifs, et donc en fait quand j'ai décidé d'arrêter de jouer au rugby, il a bien fallu que je me trouve une activité. Donc en fait, depuis toujours, je rêvais en fait de faire de la musique et de jouer un instrument. Donc je m'étais mis à la basse. Et puis un collègue de travail que je remercierai jamais assez, puisque du coup c'est un peu grâce à lui si je suis là aujourd'hui, m'a dit que il avait monté un petit groupe et que si je voulais, ça serait avec plaisir que je pouvais jouer avec eux de la basse, quoi, pour me mettre un peu dans le truc, quoi. Et puis donc voilà, donc pendant 2-3 ans, j'ai joué avec ce groupe-là, et il s'avère qu'en fait, on répétait au même endroit que l'embryon de Barabas de l'époque, et le groupe avait posé une petite note en disant qu'il cherchait un chanteur. Donc pareil, à part chanter en troisième mi-temps, j'avais jamais eu vraiment d'expérience de chanteur, même si je suis issu quand même d'une famille où j'avais une maman qui aimait beaucoup chanter, une grand-mère aussi qu'il fallait pas trop pousser pour qu'elle pousse justement la chansonnette. Donc j'ai quand même grandi avec un noyau familial, notamment féminin, qui aimait bien chanter, quoi.
Donc voilà, et puis cette annonce-là, il y a tout matchait quoi. Mais bon, comme je suis un garçon un peu timide et surtout qui a une confiance en lui pratiquement à un niveau inférieur à 0 quoi. J'ai gardé pendant longtemps cette envie de pousser la porte là pour aller voir ces mecs-là qui faisaient vraiment en plus de la musique qui me parlait, puisque en fait quand je finissais de répéter avec mon ancien groupe, j'allais coller tout de suite mon oreille à la porte pour voir un peu ce que les mecs faisaient quoi. Et puis un jour il y a un des gars de l'empreinte, puis c'était à l'empreinte, qu'on a eu marre de me voir comme ça et de toujours venir dire oh là là, ça a l'air vraiment bien ce qu'ils font et autres. Il m'a poussé dans la salle quoi, et puis il m'a présenté et les gars ont gentiment eu la patience de me laisser me développer ou m'épanouir dans le groupe. Puis voilà, donc là ça, par rapport à Barabas, maintenant ça fait donc depuis 2007 que je suis avec eux. Sinon par rapport à mon parcours musical, en fait c'est un peu parcours je dirais traditionnel certainement, comme toi ou comme beaucoup de metalhead comme on dit. Tout gamin en fait ça devait être en 82 ou 83, je vais chez un copain, on va dans la chambre de son grand frère et là devant moi le poster de 4 super-héros sur des choppers quoi. Et en fait ces 4 super-héros c'était les Kiss. Donc là j'ai le flash quoi. Je me suis dit putain mais c'est quoi, je veux savoir ce que c'est quoi. Et donc du coup il me met l'album Destroyer et puis là c'est la claque de ma vie quoi. Je sais plus où je suis quoi. Ce que je dis quoi, c'est vraiment c'est les super-héros qui font de la musique et qui me retournent. Donc voilà, après derrière Maiden qui débarque avec des pochettes de vinyle complètement folles. Donc pour un gamin qui a un imaginaire assez débordant, ça me bouleverse. AC/DC, enfin tous ces groupes-là, Judas Priest, tout ça, c'est mes premiers émois musicaux, je vais dire. Et sinon, depuis toujours, je rêvais de faire un instrument de musique. Je voulais faire de la batterie, moi, depuis que j'étais tout gamin. Malheureusement, j'ai pas pu parce que techniquement et financièrement, c'était compliqué pour mes parents. Donc du coup, à cause de ça, pour un peu pallier la frustration, j'ai eu le droit à une guitare sèche qui s'est vite transformée en fait en basse. Parce que je trouvais que 6 cordes c'était bien compliqué. Donc et puis en fait j'ai toujours quand même été très attiré, je dirais, par tout ce qui est section rythmique. C'est en fait ce que j'écoutais vraiment, c'était pas forcément les grandes envolées de guitare ou les choses comme ça. C'était vraiment les rythmiques, moi, qui me les pulsations que ça amenait, le fait que ce qui me faisait je savais pas à l'époque que ça s'appelait être bangé, mais ce qui me faisait bouger la tête, ce qui me faisait taper du pied, en fait c'était ça quoi. Donc j'étais vraiment attiré par ça. Et puis là arrive ma deuxième révélation qui là par contre pour le coup va complètement me rendre dingue. C'est l'arrivée de Metallica et surtout de Cliff Burton. Donc là c'est c'est le mec là, c'est la révélation quoi. En fait c'est voilà quoi. Rythmiquement c'est énorme et en plus il sait vraiment faire sonner sa basse quoi. Donc là pour le coup c'est quelque chose d'hyper important et à peu près à la même période en fait.
par l'intermédiaire d'un disque compilation où il y avait du Rush, il y avait du Thin Lizzy et il y avait 2 morceaux de Black Sabbath. Et là pareil quoi, c'est là pour là vraiment c'est le truc qui j'étais déjà bien accroché, hein, bien accro à ça, mais bon là ça a vraiment fini de me mettre complètement dans le bain quoi. Donc voilà, et puis après je suis toujours resté un fan de base, les échanges de cassettes, classique. Voilà, exactement. Après, faire des connaissances par l'intermédiaire des petites annonces des magazines pour pouvoir échanger, découvrir, et puis vraiment m'intéresser à ce qui était underground et ce qui faisait un peu vivre le milieu. Là, je te parle de ça. Là, on est dans les milieux des années 80, hein, donc. Oui. Donc à l'époque. Être dans une espèce de famille musicale, je dirais, ça voulait dire beaucoup quoi. C'était une époque où les gens ils se reconnaissaient beaucoup par leur look, par ce qu'ils écoutaient, voilà, donc c'était vraiment pas des petits clans, mais enfin si quoi. Mais c'était un engagement quoi. Complètement. C'est exactement le mot quoi. C'était. T'as adopté le look, t'as adopté les codes, t'as adopté la philosophie et. Tout à fait. C'était à la vie à la mort quoi. Exactement. Ouais. Non mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc voilà mon petit parcours de métalleux quoi. Bah, c'est hyper intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va se reconnaître dans ton historique, hein. C'est un cheminement qui se classique, pas mal. Oui, mais c'est le bon cheminement. C'est celui qui forge les personnalités qui vont aller nourrir l'underground et qui vont aller accomplir des choses intéressante, si ce n'est pas très importante. Ouais, parce qu'à l'époque, ça fait vieux con d'ailleurs, mais fallait vraiment être motivé quoi, parce que moi je suis vraiment un pur produit de la grande banlieue francilienne, et donc déjà rencontrer des mecs qui avaient la même sensibilité musicale et haute que toi, c'était pas forcément toujours facile. Donc déjà, ce qui rapprochait quand même, dès qu'on tombait sur un gars qui avait un t-shirt ou un patch ou un badge, là tu sautais dessus et tu le lâchais plus quoi. Et puis voilà, on découvrait que via des courriers, via des fanzines, via des magazines, moi tous les mois la sortie des Hard Rock Magazine, Metal Attack, Enfer Magazine, après Hard Force et autres, c'était attendu comme le Messie quoi. C'est vraiment c'était la razzia chez le libraire tous les mois parce que il me fallait ma dose et les magazines je les lisais en long, en large, en travers. Je veux dire, ils étaient essorés quoi parce que je connaissais par cœur quoi. C'était vraiment le truc. Je me suis même vu exprès pour pouvoir avoir ma dose de nouveautés et vendre un album, un vinyle de Van Halen pour pouvoir avoir l'argent pour pouvoir aller m'acheter un Hard Rock Magazine. Donc tu vois, j'avais vraiment besoin de ça, de connaître ce qui se faisait vraiment et de suivre l'actualité et d'essayer de toujours être un peu pas en avance, mais en fait ce qui m'intéressait c'était pas forcément les grands articles sur les groupes de l'époque que je lisais bien sûr, mais j'essayais toujours quand même d'aller voir plutôt dans les petits trucs qui sortaient, tu vois, les gars qui avaient 3-4 lignes ou alors qui avaient une crosse sur leur album vite fait quoi. C'était ça qui m'intéressait, je voulais vraiment parce que la plupart du temps c'est comme ça que
que j'ai découvert tout le début du thrash, le début du death. C'était ces groupes-là, quoi. Puis bon, en plus, je cherchais toujours le groupe qui allait avoir la pochette de disque la plus effrayante ou dégueulasse, quoi, parce que ça ne pouvait que être bon pour moi, quoi. Je comprends tout à fait. Parce que je me retrouve beaucoup dans ce que tu racontes et ça fait plaisir. J'espère qu'on n'est pas une espèce en voie de disparition. Non, là pour le coup, ce qui est bien et pas bien, mais la nouvelle entre guillemets génération, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas chez tous les jeunes que j'ai le plaisir de rencontrer à travers les concerts et autres, je trouve qu'ils ont une intelligence en tout cas de recherche, c'est-à-dire que ils sont ouverts, ce que je retrouve pas forcément dans les autres entre guillemets milieux musicaux, je dirais, où je trouve que, mais dans le milieu du métal, en tout cas plus ça avance, parce que quand même à mon époque il n'y avait pas forcément cette entre guillemets bienveillance. Si tu écoutais du glam, tu pouvais pas écouter du trash. Si tu écoutais du trash, tu pouvais pas écouter tu vois ce que je veux dire, c'est non seulement on était déjà dans un truc, mais en plus on se remettait une couche le hardcoreux, il pouvait pas c'était inconcevable qu'un hardcoreux te dise j'aime bien Bon Jovi, quoi. Alors, enfin déjà tu disais Bon Jovi, c'était un gros mot, quoi. Et tu vois ce que je veux te dire, quoi. C'est pareil. Je vois très très bien ce que tu veux dire. Hein, les trashers, ils crachaient sur les glamouzes, comme ils disent. Exactement, c'était le truc. C'est des situations complètement ubuesques où j'osais pas dire que j'avais acheté le dernier album de Motley Crue à mes potes, parce que je me dis ils vont me rejeter, quoi. Eh oui. Donc t'as fait un passage sur le métal extrême, du coup, de ce que je comprends, forcément. Ouais, mais métal extrême et notamment à l'époque les premiers groupes de ce qu'on va appeler après le doom, on était là-dedans, parce que pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la rythmique et autres, notamment quand j'ai ma petite guitare à 4 cordes là, ce qui est drôle, et d'ailleurs j'y pensais, tu vois, tout à l'heure en me disant qu'on allait avoir cette conversation ce soir. Je disais, c'est quand même bizarre que, en fait, c'est une musique qui a toujours un peu résonné en moi, et quand j'étais justement gamin, avec cette guitare-là, en fait, je m'amusais pas à reprendre des trucs rapides, quoi. Moi, tout ce qui me faisait kiffer, c'était des trucs hyper lents, et j'essayais de faire sonner le plus longtemps possible les cordes graves de cette guitare, parce que je trouvais que c'était ça qui me parlait, quoi, tu vois, ce côté un peu sombre, un peu c'était déjà mon kiff, quoi. Je comprends. T'as trouvé ton créneau, en fait. C'est ça. Exactement. J'ai jamais trop aimé les musiques joyeuses, de toute façon. Je trouve qu'il y a pas trop d'intérêt. C'est dans les musiques mélancoliques et tristes que je trouve qu'il y a le plus d'émotions et de choses. Ouais. Surtout dans le métal, c'est là-dedans que ça s'exprime le mieux. Après, t'as quand même des exemples, des contre-exemples d'ailleurs, où la musique joyeuse passe bien aussi en métal, hein, mais après si tu parles tout ce qui est musique un peu les trucs folk, machin et tout, enfin alors tout ce qui est folk metal, moi parcimonie, exactement. Perso, j'en aime pas mal, mais en fait c'est délicat, parce que tu peux vite tomber dans ce que j'appelle un peu de manière méchante, hein, mais j'appelle ça le métal poète. Exactement. C'est la fête à la saucisse, tout ça. Voilà. Donc, moi, en plus, ça fait plus de 10 ans que je suis bénévole au Carnunos, donc forcément, je suis au contact de groupes comme ça, mais d'un autre côté, je prends des claques sur des groupes qui peuvent être aussi bien en traditionnel qu'en métal, avec des textures
un peu médiéval ou folk. C'est clairement pas ce que j'écoute tous les jours, mais je prends toujours une claque. Et du coup, il y a des groupes qui sont festifs, qui vont me parler, alors que, tu vois, perso, on va me parler de Fintroll, on va me parler de, je sais pas moi, de Ensiferum. Je déteste ces groupes-là. C'est un truc de dingue. Pour moi, je préfère, si je dois écouter des trucs comme ça, je préfère aller écouter du ska, tu vois. Et j'écoute pas de ska. Hein. Donc... le bon ska des années 60, ça peut le faire. C'est possible. C'est pas mon ça truc. Peut le faire. Je crois que le truc le plus ska que je dois écouter, ça doit être Madness. Ah ok, d'accord. Donc, tu vois un peu le niveau du gars, quoi. Non mais après attention, quand je dis ça, je remets pas par contre en cause la qualité musicale et les performances des gars. Hein. Moi c'est quand je parle de trucs, c'est que voilà, c'est vraiment pas le truc qui me parle, quoi. Voilà. C'est clair, c'est pas fait pour toi et voilà. Bon après, c'est vrai que je pense que quand on était plus jeune, on disait plus facilement c'est de la merde. Maintenant, voilà. On dit c'est pas pour moi. C'est ça, ouais. Et puis bon, après, à un moment donné, j'ai jamais trop dit. En fait, j'ai jamais trop dit qu'un groupe c'était de la merde parce que derrière, c'est insulter déjà les gars. Je pense que à partir du moment où quelqu'un a le courage d'essayer de présenter sa musique ou de choses comme ça, il faut quand même derrière garder de la bienveillance parce que c'est quand même des personnes derrière qui donc je dirais jamais qu'un groupe c'est de la merde, c'est nul, c'est machin. Voilà, c'est parce que je respecte trop les personnes et le travail qu'ils ont fait et eux ils y croient et ça c'est bien sûr. Voilà, je dirais voilà, je me permets. Par contre, voilà, faut pas que si un groupe vient et me demande, je mentirai jamais non plus, quoi. Je leur dirais, c'est pas ma cam ou quoi, mais c'est ça. Je n'irais pas non plus à dire à quelqu'un non, j'adore et tout, alors que non, ça m'a pas plus touché que ça, quoi. Oui, bien sûr. C'est sûr. On est d'accord que, surtout quand tu fais de la musique, c'est là que tu prends conscience de tout ça, tu prends conscience du temps que ça prend, du travail, de l'investissement et surtout, quel que soit l'artiste, il y a une certaine mise à nu, tu te dévoiles pas mal et derrière arriver en 2 secondes et dire c'est nul, c'est vraiment insultant et faut pas respecter les gens. T'as tout à fait, t'as dit le terme en fait, que tu sois artiste confirmé ou en herbe. Oui. C'est comme la plupart du temps. Enfin, attention, je me considère pas comme un artiste non plus, mais c'est quand même des gens qui on a une certaine sensibilité qui fait que faut pas faire attention à ce qu'on nous dit, mais on peut recevoir des choses qui peuvent pas forcément comme la personne voudrait qu'on l'entende, quoi. Moi par exemple, tu vois, dans le groupe il y a souvent les mecs leur grand mot c'est putain c'est de la merde, on a fait de la merde et depuis quelque temps, je leur ai dit, j'ai dit arrêtez d'utiliser ce mot-là, je supporte plus, quoi. C'est ok, c'est pas bon, ok, on n'est pas enfin machin, mais ne dites pas que c'est de la merde. Les mots, ils ont une importance, les mots, ils ont une résonance. Et, voilà, quand tu dis que c'est de la merde, c'est vraiment le truc. Et après, c'est aussi parce que quelque part vous respectez, vous aimez ce que vous faites et vous voulez que ce soit le plus parfait possible. Vous mettez un certain challenge, un certain standard à faire vivre. Donc dès qu'on a l'impression qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, tout de suite on
botte en touche, quoi. Ouais, Mais- bah après bon, tu connais très bien le groupe et tous ses oui, membres. oui, Voilà, oui. donc là, tu sais que nous, on est un level d'instabilité, tu vois, c'est le premier. La D'insatisfaction. satisfaction bah, je pense que tous les groupes sont comme ça, mais c'est vrai que Ah, surtout les groupes de Doom. ouais, mais ouais, C'est la misère, frère. c'est clair. Mais je crois qu'on ne sera jamais heureux complètement de ce qu'on aura fait. On aura toujours un truc qui fera que c'est vraiment une marque chez Barabas, quoi. Tu peux Ouais. à croire. Bon, moi, je qu'on vais peut pas te accepter ça. reprendre un peu sur un truc que tu viens de dire. Ouais. Tu dis que t'es pas un artiste. Bah, moi, je vais te dire un truc. Tu ouvres bien tes oreilles. Tu es taillé pour la scène. T'es fait pour ça. Et ce que tu dégages, ce que tu envoies comme énergie positive, si c'est pas de l'art, bah, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, moi, je te salue pour ça parce que c'est énorme. Barabas, de toute façon, c'est l'un de mes groupes préférés à l'heure actuelle. Merci. Et, Super. et honnêtement, c'est pas pour dénigrer le travail des autres, mais Mister Rodolphe, Saint Rodolphe, tu y es pour énormément de choses. Ouais. Pour la petite histoire, alors ça je vous l'ai jamais dit, mais il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé Moonskin, quand j'ai Ouais. lancé le groupe, parce qu'en fait à la base moi j'écoutais du Doom et j'avais pas eu de groupe de Doom jusque-là. D'accord. Et à ce moment-là de ma vie, j'ai eu besoin de faire du Doom, tu vois. Et donc j'ai lancé Moonskin à l'époque et c'était même pas le line-up que tu connais, hein. C'est même pas les gens qui D'accord. étaient c'est vraiment la première mouture du groupe et je me disais, je veux jouer avec Barabas parce que ces mecs-là, ils ont tout compris au Doom et en plus c'est des gars du coin, il faut que je puisse jouer avec ces gars-là. Ah, c'est Donc, gentil. Super. et quand ça s'est fait pour la première fois avec Mouskin, et ça s'est pas arrêté. En plus, ça ne va pas s'arrêter parce qu'on Ah non, on c'est est, clair. on est condamné à se voir régulièrement et faire des dates. Je Ce qui pense. n'est pas pour gâcher le plaisir. C'est clair. Mais en tout cas, en fait, le jour où on a joué pour la première fois avec vous, je me suis dit, ça y est, on est enfin un groupe de Doom parce qu'on joue avec le groupe de Doom avec lequel il fallait qu'on joue. Ah putain, c'est gentil, c'est Mais très gentil. c'est vrai, c'est sincère ce que je te dis. Énormément. Surtout que les premières dates, les gens ne savaient pas comment nous programmer. Ils nous mettaient avec des groupes de metalcore, des groupes de black metal. Et bon, on faisait tâche. Hein. on a beau mettre des masques, du maquillage noir, avoir une attitude un peu mystérieuse, mystique. Ouais, tu vois, quand derrière t'as 3 groupes de metalcore avec des breakdowns toutes les 5 secondes, bah clairement tu faisais tâche, quoi. Et donc une fois qu'on a fait une date avec vous, c'est là que ça a commencé en fait, c'est là que pour moi le groupe a vraiment trouvé sa place et surtout la trajectoire pour avancer. Ah, merci beaucoup, Voilà. ça me touche énormément ce que tu dis. Ah, c'est sincère. Et bon, en plus, après j'ai rejoint Conviction et là, Ouais, bah. là c'était coulé de fil blanc qu'on allait partager pas mal de choses ensemble. Oui, c'est clair. Et encore, c'est pas fini. Ah, écoute, j'espère que c'est pas fini. J'espère qu'il y a encore plein de choses qui vont se faire avec nous tous. C'est vrai que moi, pour être dans les confidences, moi, ce qui m'impressionne chez toi, c'est comment tu fais pour te rappeler de toutes tes parties de batterie avec tous les groupes que tu as. Il y a beaucoup de groupes où je fais les mêmes parties. C'est l'arnaque. C'est fou. Depuis quelques temps, des fois, tu regardes l'affiche, tu te dis putain, mais en fait, c'est le Rachid Fest, quoi. Il joue 3 fois dans la journée. Donald Mile encore là. C'est fou. Écoute, alors, ouais, on va en parler un petit peu si tu veux. Ouais. Que je t'explique. En fait, quand j'ai commencé à faire de la zik, j'étais encore en Algérie à l'époque. J'avais un groupe
qui s'appelait Worth. On faisait un genre de gros mélange de death thrash mélodique avec beaucoup de heavy à la Maiden, quoi. Ouais. Grosso modo, on avait un chanteur qui alternait du growl et un chant à la Dickinson, avec à sa sauce, hein. Mais c'était vraiment le mélange de toutes nos influences. Donc t'avais une partie un peu trashy, après t'avais des blasts, après t'avais une partie avec des tierces à la Halloween et un chant au perché. C'était assez schizophrénique. Mais tu vois, ça, déjà à l'époque, je voulais jouer avec d'autres musiciens, faire d'autres groupes, faire des projets. On appelait ça à l'époque les projets parallèles. Donc tu avais ton groupe principal et le reste c'était des projets parallèles. Tu vois, c'est genre c'est pas sérieux, tu vois, ça va pas durer. Ouais. Et oui, donc j'ai commencé à jouer avec plein de monde et c'est là que je me suis rendu compte que c'était comme ça que j'évoluais le plus. Et que tu t'épanouissais musicalement, quoi. Ouais, parce que je jouais avec des musiciens différents. Quand je jouais que avec un seul groupe, il y avait beaucoup d'automatisme. Bien sûr, on se connaissait bien, on savait très bien comment l'autre allait jouer, on anticipait certaines choses, mais il y avait aussi moins de surprises peut-être. Ouais. Et à partir du moment où j'ai commencé à jouer avec des musiciens différents, déjà mon niveau a pris en importance. Ouais, t'as évolué et progressé, quoi. Voilà, et puis surtout c'est la diversité des styles. Voilà, donc quand je suis venu en France, je voulais garder un peu cette idée de pouvoir jouer avec des personnes différentes. Et également, il y avait aussi le fait que, tu sais, moi j'ai eu mon adolescence pendant la période noire, tu sais, en Algérie, avec le terrorisme, l'instabilité politique et tout. Ouais, c'était compliqué, ouais. C'est une période sombre. Avec tous mes potes, c'est comme si on avait vécu notre adolescence et début de vie d'adulte à moitié, quoi. Il y a plein de choses qu'on n'a pas eu l'opportunité de faire. C'était d'autant plus couillu en plus d'être plus dans ce style de musique, quoi, parce que ça devait être encore plus. C'était pas facile au jour le jour, mais j'imagine. Ouais. Mais ça on le savait pas à l'époque. Tu sais, quand t'as pas le choix, c'est soit tu te mets en parenthèse complètement, soit tu te dis écoute, c'est ma vie et c'est comme ça que je veux la vivre, et puis je fais ce qu'il faut pour. Ouais, bien sûr. Et tant que j'insulte pas les autres, tant que je reste dans ma trajectoire, il faut pas qu'on vienne m'empêcher de faire ce que je veux. C'est un peu l'attitude qu'on avait. Et on pouvait pas faire autrement parce que c'était soit ça, soit on faisait rien. Ouais. Donc voilà, à un moment tu te dis on s'en fiche, on le fait parce que si on le fait pas, il se passera rien et on va passer à côté de notre jeunesse et malheureusement ou heureusement, ça nous a forgé pour faire d'autres trucs. Ouais. Et c'est pour ça aussi que quand je suis venu en France, j'ai eu cette particularité de vouloir jouer avec des personnes différentes. Et plus le temps passe, plus je me dis, je veux pas me dire plus tard, j'aurais bien voulu faire un truc comme ça, tu vois. Ouais, mais pour ça que quand on me propose quelque chose, j'analyse, est-ce que c'est faisable, est-ce que ça me plaît vraiment, est-ce que c'est gratifiant pour moi derrière, est-ce que je vais me sentir bien d'avoir fait ça, mais bien sûr. Il y a surtout l'idée de je veux pas me réveiller un jour et me dire j'ai eu l'opportunité de faire ça et en fait j'ai préféré me dire t'aurais mieux fait d'avoir une carrière professionnelle où tu taffes et tu te fais beaucoup de thunes mais t'as pas de vie à côté, quoi. Ouais. Et voilà, très vite j'ai compris que j'en voulais pas vraiment de ça. Du moment que je peux avoir une vie correcte et que ma famille ne manque de rien, après le reste c'est plutôt dans l'épanouissement. Il faut de l'épanouissement. Exactement. Et j'ai eu ce genre de réflexion. Je raconte un peu ma vie, mais j'ai eu un peu ce genre de réflexion. Au moment où j'allais être papa, je me suis même posé la question est-ce que j'allais pas arrêter, tu vois. La musique. Et
Ouais, bah, Ah ouais, je me posais d'accord. vraiment des questions parce que c'était un grand chamboulement pour moi. Je te confirme. Mais un pote qui est Max de Embryonic Cells, on s'est croisés à ce moment-là. J'allais être papa dans l'année et puis je lui disais c'est peut-être mon dernier concert, je sais pas. Et là il m'a dit écoute, moi je suis papa et je vais te dire un truc. Quand t'es parent, il faut que tu sois épanoui parce que quand t'es pas épanoui, ton enfant le sent et il va pas Exactement. bien. Exactement. Donc plus tu seras épanoui, tu seras bien dans tes bottes et tu seras un meilleur parent si tu te sens bien, si tu es au maximum de tes capacités d'apporter toute l'attention qu'il faut, que tu ne sois pas frustré. Il m'a dit c'est très important et bah du coup j'ai pas arrêté. Ouais, non, mais je crois il avait vraiment les bons mots et Ah oui, ben, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, en plus, enfin, par rapport à ce que tu dis, c'est quand même encore plus une réussite parce que t'es en plus reconnu quand même dans le milieu, tu connais énormément de monde. Enfin, je veux dire, t'es pas un lambda quoi par rapport à la scène et autres. T'es quelqu'un qui est vraiment reconnu quoi. Donc c'est encore plus gratifiant, je dirais, par rapport à ton histoire de début de vie ou de carrière musicale, je dirais. oui, bah, c'est un cheminement que je suis mon instinct. Hein. Il n'y a pas de calcul derrière. C'est pas, je me suis réveillé un jour, j'ai dit bon, il faut que je sois pote avec tout le monde ou il faut que je sois copain avec un tel. Non mais ça, toi, tu l'as en toi, ça. Te prends pas la tête. Hein, ça vient tout seul et puis. Ah, c'est clair. Il y a pas à se poser. Et puis voilà, si on m'avait dit il y a 20 ans que j'allais faire ne serait-ce que la moitié, et puis j'estime pas avoir accompli un truc énorme, hein, mais si on m'avait dit tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas jouer avec un tel, c'est ça, ouais. C'est clair. J'aurais pas cru, tu vois, c'était pas palpable quoi. Mais... Et par rapport à ta jeunesse là, est-ce que tu continues à être acteur entre guillemets de la scène algérienne ou est-ce que tu aimerais avoir des projets de création de festivals ou d'accompagner justement des jeunes groupes algériens et autres oui. et des musiciens justement à vivre aussi ton rêve et ton expérience? Est-ce que t'es acteur là-dessus ou par contre voilà c'est derrière toi et puis ta vie quoi? Non, c'est pas derrière moi. Je suis pas non plus un acteur. Enfin, je suis pas actif. Ouais. De toute façon, il y a eu un petit essoufflement entre le moment où j'ai connu le métal là-bas, que j'en ai fait là-bas, et que même quand je suis venu en France, il y avait encore une bonne scène métal jusqu'en 2007-2008. À partir de là, ça c'est devenu confidentiel dans le sens où certains ont pas mal lâché. Ouais. Il y a un peu ce phénomène. J'en parle déjà dans quelques épisodes du podcast où j'ai reçu des potes algériens. Ouais, tout à fait, ouais. J'ai écouté. Ouais. Et en fait, il y a un peu ce truc de quand t'étais adolescent, étudiant, c'était normal de faire de la zik, mais après, garçon, tu vas te couper les cheveux, tu vas aller bosser, c'est fini les conneries. Et donc il y en a pas mal qui ont arrêté ou qui ont dû, s'ils voulaient rester dans le cadre de la musique, il fallait qu'ils fassent une musique plus acceptable dans le milieu social et que du coup il y a pas mal de monde qui a arrêté. Il y en a qui continuent. Hein. J'ai mes potes qui continuent à faire des albums. Ça continue et pour répondre à ta question, je suis toujours en contact avec eux. On discute régulièrement. Quand on peut, on se fait des entraides. Par exemple, les Laël, quand ils ont eu l'opportunité de pouvoir voyager, j'ai organisé leur premier concert en France. Ouais. Okay. Et parce que voilà, le leader et moi on se connaît depuis plus de 25 ans. Que même si il y a eu des périodes où on s'est perdu de vue, mais voilà, si je peux faire quelque chose, je le fais. Et je continue donc à avoir un pied
quand même un contact avec cette scène, et puis surtout il y a des projets qui sont là, qui se font. Moi, dès que ça sera possible, moi je veux retourner y jouer. Ouais, bien, je me doute. C'est un de mes projets. Autrement, j'ai un pote qui réalise un documentaire sur notre bande de potes, en fait, des métalleux dans ce milieu, dans cette période. D'accord. Et en fait, il raconte sa vie et la nôtre à travers le doc. Il est en plein dans le montage là, mais je commence à en parler un peu dans le podcast, mais c'est un projet avec lequel j'ai eu beaucoup de participation. C'est l'un de mes meilleurs potes qui le réalise, donc d'accord. Il me demande de l'aide, moi je lui file mon bras, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'espère qu'on va bientôt pouvoir le présenter et en parler pas mal, et surtout qu'un maximum de personnes puissent le voir. Autrement, j'ai aussi un projet qui se met en place avec un de mes plus vieux potes en Algérie. En déconnant, on a fini par composer un album à distance. Donc, je te laisse imaginer le level de n'importe quoi. Donc voilà. Donc il y a encore des contacts. Après, j'ai quelques métalleux algériens dans mes contacts, mais on n'est pas des potes. On s'est pas connus à l'époque. C'est juste des contacts, et quand on discute, ça m'arrive, ils m'écrivent ou je leur écris, et on discute vite fait, de savoir comment ça se passe, et puis voilà. Mais je veux dire, c'est pas des potes avec qui j'ai des liens de sang comme je peux l'avoir avec tous mes potes de l'époque, où pour le coup on a vécu des choses, des moments difficiles et des moments de joie, mais ça reste, tu vois, ça forge une amitié solide. C'est clair, ça s'appelle pas tous les jours, voilà, c'est les copains. Vous savez que vous êtes là les uns pour les autres. Voilà, j'ai bien pourri l'épisode, je raconte bien ma vie. Ah non, mais attends, c'est l'idée, non? Oui. Ouais, c'est clair. Voilà, clair, c'est hyper intéressant. Non, c'est top. Alors, Barabas, vous avez un nouvel album, il faut bien qu'on en parle. Un superbe nouvel album qui a été fait dans la douleur, et vraiment, c'est clair. Heureusement qu'il est sorti, parce que on l'attendait depuis longtemps, et on est content de ce qu'on a pu écouter. Vraiment, ça valait le coup d'attendre. Et super. Enfin, la team, elle est là, même avec Andrew qui vous a accompagné sur le projet pour l'enregistrement, le mixage. C'est top. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de la gestation de cet album? Ouais, bien sûr, qui a mis 8 ans à sortir. Je vais avoir quelques questions de geek là-dessus, mais je te laisse raconter un peu comment ça s'est fait. Ouais, écoute, en fait, donc 2014, on sort Messe pour un chien. Derrière, des petits concerts, des choses comme ça, qui font que on met un peu de côté l'écriture du prochain album. Donc là, pendant 2 ans à peu près, jusqu'à à peu près 2014-2016, on est plus concentré sur des concerts et répéter pour les concerts, enfin voilà, des choses comme ça. Et ensuite ça se calme un peu, donc on se remet à écrire entre temps il y a malheureusement les comment dirais-je, la vie qui se passe, donc les aléas de la vie. Voilà, exactement. Donc ça ralentit un peu le processus. 2018 ou 19, donc déjà 4 ans, on a déjà un squelette d'album qu'on commence à pré-maqueter. Donc là, Jay fait encore partie du groupe et avec nous, donc on a un fonctionnement habituel pour Barabas. Jay se met derrière la console. Je rappelle juste, en fait, Jay, c'est votre ancien bassiste. C'est notre ancien bassiste, oui.
qui est aussi qui est l'ingé son et son. la personne qui s'occupe des studios d'enregistrement de la magnifique salle L'Empreinte à Savigny-le-Temple, qui pour le coup c'est vraiment un lieu très très important et qui est managé avec des gens qui sont très importants pour Barabas et l'évolution, enfin là où on en est aujourd'hui, on leur doit énormément, quoi. Que ce soit à Jay et à toute l'équipe de l'Empreinte. Oui. Donc voilà, et donc on pré-maquette. On sent quand même un début de réelle lassitude de Jay par rapport au projet, par rapport au groupe et autres. Donc on pré-maquette, on écoute et là c'est la douche froide, quoi. On se dit putain c'est pas bon, quoi. En gros si ça nous plaisait, une semaine après on enregistrait, quoi. Donc et là on dit non, c'est pas possible, là ça va pas, quoi. Les morceaux sont, on a beau les répéter, les machins et autres, il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est pas, en fait, il y a la machine, elle est cassée, quoi. Il y a la connexion entre nous, elle se fait plus. Donc et ça se ressent énormément. Donc voilà, Jay nous quitte. Donc derrière, gros moment de flottement et même de remise en question sur est-ce qu'on continue ou pas, est-ce que Barabas peut continuer sans un sein originel, je dirais. Donc voilà, derrière on a une proposition pour un concert au club. On a on a un pote, Manu, qui apprend les lignes de basse et autres. Et bon, donc ça nous remet un petit coup de pied au cul parce que le concert se passe bien et autres. On est plutôt bien accueillis et autres. Donc on se dit bon, là c'est pas possible, quoi. Il faut qu'on se remette dedans. Donc on reprend des morceaux, de nouveaux morceaux, on réécrit, on travaille là-dessus, et entre-temps on continue quand même à chercher un bassiste puisque Manu lui a d'autres projets et peut pas assurer avec nous. Et donc on tombe sur Alexandre qui joue toujours d'ailleurs dans un groupe de potes, un très bon groupe de potes qui s'appelle Camping Terror. C'est du rock un peu foufou, un peu vraiment génial. Enfin, allez jeter une oreille, c'est écrit en français, c'est bien écrit en plus, et enfin voilà, quoi. Et donc on lui propose. Il s'avère que en fait de ce qu'il nous dit, lui il sait que Barabas cherche et que il était intéressé et que il espérait qu'on vienne le voir plus ou moins, quoi. Donc ça se passe bien. Parfait. Et puis voilà, quoi. Pour le coup c'est comme quelques années avant l'arrivée de Thomas au sein du groupe. Justement, j'allais t'en parler. C'est l'un des changements majeurs complètement entre Messe pour un chien en fait La mort appelle tous les vivants. Exactement. En fait, Thomas, il est arrivé. Alors nous, déjà parce que nous, on aimait énormément ce qu'il faisait avec Northwind. Donc voilà. Donc on aimait vraiment la personne, le musicien. Et puis en fait, Messe pour un chien, il y avait quand même pas mal de, enfin comme dans La mort appelle tous les vivants, mais on avait quand même pas mal de parties de clavier et où tous les concerts se faisaient, et à chaque fois on revenait en disant putain, ça serait quand même bien si on pouvait amener vraiment les morceaux au plus près de ce qu'il y a sur l'album en incorporant les claviers. Et donc du coup voilà, donc on propose à Thomas, qui accepte. Et donc voilà, il rentre dans le groupe, et là déjà chez nous, Barabas, on est des gens qui
on fluctue pas mal au niveau comment humeur, je vais dire. Oui. Ça peut être très très haut et comme ça peut être très très bas et quand on a des périodes très basses, c'est pénible quoi. Et donc Thomas arrive et avec sa cool attitude, parce que ça c'est vraiment Mister Cool quoi. Et là putain, c'est la piqûre qu'il nous faut. Ça remet déjà tout le monde en selle, Jay, enfin voilà, À l'époque, voilà, oui. ouais, on se dit putain c'est bon, allez là on a un line-up qui tient la route, il lui faut pas 107 ans pour apprendre les morceaux, il chope le truc tout de suite, il amène énormément au niveau gratte, au niveau soli, enfin voilà, moi c'est un mec, je trouve que, enfin il a les solos de Doom naturellement au bout des doigts quoi. C'est un truc. Oui. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que on sent qu'il y a comme dirait le pilier, c'est Stéphane avec son jeu de gratte, ses riffs et puis même ses solis. Enfin non, mais c'est même. Il a une patte à lui. C'est plus que ça. Stéphane, c'est Barabbas. Hein. Enfin voilà, parce que là tout à l'heure tu disais oui. Le jeu de scène machin et tout, mais il faut la vraie. Non mais moi je suis entre guillemets. Moi j'ai rien d'autre à leur apporter en fait. Si tu veux, Stéphane c'est la musique, les textes. Moi j'ai à part donner tout ce que, d'autant plus que ce que écrit tout ce que écrit Stéphane pour la majorité, c'est des choses, je me dis c'est pas possible, ce mec il vit dans ma tête quoi. Et il va me sortir des textes des fois, mais en plus c'est dans le moment quoi. Mais Barabbas, c'est une équipe. En plus, toi qui as fait du sport à haut niveau, tu sais ce que ça veut dire. Alors moi je les drive un peu comme ça en plus. Voilà. Donc certes, il y a Stéphane qui apporte vraiment une base solide, mais les intervenants autour vont créer la magie qui va lier tout ça et qui va faire que derrière, quand tu sors d'un concert de Barabbas, tu fais putain, c'était très bien. Ah, c'est cool. Ben, écoute, j'espère qu'il y a encore beaucoup de monde qui vont se dire ça et puis que on va continuer ça va nous permettre de faire des bons concerts et puis c'est vrai que, enfin nous en tout cas on prend énormément de plaisir sur scène quoi. Enfin bon, pour en revenir à nos moutons sur Exactement. on rappelle tous les vivants. Donc voilà, Thomas est notre première bouffée d'oxygène et nous redonne le peps pour continuer quoi. Et puis alors moi lui il aime pas quand je dis ça, mais moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. Le sauveur de Barabbas, hein, celui qui fait qu'on n'a pas mis la clé sous la porte, c'est l'arrivée d'Alex. Et là lui il arrive avec sa petite trentaine, sa fraîcheur, sa bonne humeur, son envie, et puis bon son groove et son feeling quoi. C'est un putain de bassiste, pareil comme Thomas. Il lui faut pas 107 ans pour apprendre les morceaux qui peuvent parfois être un peu alambiqué chez Barabbas, parce que Stéphane lui a pour leitmotiv de mettre ses doigts dans toutes les cases sur un seul morceau. Il en faut pour tout le monde, donc voilà, des fois ça peut être un peu compliqué au niveau du riffing et tout ça, et il s'y est mis tout de suite, et donc voilà, et c'est en fait ça nous a permis en fait de réécrire certains morceaux qu'on avait travaillé avec Jay, qui étaient très bien. Attention, hein, je ne remets pas du tout en cause ce que Jay amenait et le travail. Mais en fait, on est sur deux styles différents de bassistes. Et donc du coup voilà, ça ce qui est bien en tout cas sur La mort appelle tous les vivants, c'est que ça a permis quand même à Alex de participer à l'écriture, d'avoir sa patte sur l'album et de pas seulement avoir recopié note par note ce que Jay avait fait sur les pré-maquettes quoi. Donc voilà. Et donc derrière là on a pu l'empreinte et le studio de l'empreinte pour enregistrer.
on répète depuis quelque temps à l'hybride. L'équipe Andrew, Nico, ça match super bien avec nous. Donc on propose à Andrew s'il est ok pour faire l'album. Et donc il nous dit pas de problème et autres. Et donc je le remercie encore d'ailleurs. Quel courage d'avoir pris 5 tarés, 5 adolescents retardés. Et puis voilà quoi. On sort le truc sans réellement y croire quoi. Nous voilà, ça fait 8 ans qu'on le nom de Barabbas c'était pas non plus il tournait un petit peu mais c'était pas non plus le truc. Bon, entre-temps si on avait quand même participé à des compilations et autres, donc on avait fait quelques trucs mais c'était pas suffisant pour faire vivre le nom, donc on n'y croyait pas trop. Et puis fin décembre l'album sort, bien épaulé pour le coup par le label Sleeping Church Records qui pareil c'est tu les connais aussi hein, c'est des potes de présomption de Father Mérin et autres. Voilà, c'est adorable. Donc ça c'est quelque chose par contre chez nous, en tout cas chez Barabbas, et puis comme vous puisque on fonctionne en fait on fait partie un peu du noyau des groupes doom français qui fonctionnent un peu comme ça. On est un peu j'en profite pour expliquer aux gens qui nous écoutent, il y a réellement une entraide entre les groupes de doom français et même internationaux. Ouais. Il y a une solidarité que j'ai pas vue dans les autres styles. C'est vrai. Même si tu te fais plein de potes et il y a certains groupes avec qui tu as des affinités et tu arrives à jouer régulièrement, tu arrives à faire des échanges de concerts et tout. Mais cette solidarité qu'il y a dans les groupes de doom, elle est vraiment à part. C'est vraiment tout le monde se connaît, tout le monde se soutient, tout le monde partage tout le temps les bons plans, les choses comme ça. Exactement. Voilà, et puis c'est vrai que pour le coup et après il y a quelques groupes qui fonctionnent pas comme ça, mais en tout cas la majorité en fait des potes quoi, parce que comme tu dis c'est des potes, des amis, des frères, je sais pas comment on peut dire quoi, mais on fonctionne tous comme ça et c'est génial quoi. D'ailleurs, sans ce réseau et surtout les compiles de Steph, notre ami Steph, le Magister, le saut qu'on va saluer, bien comme il faut. Sans cette communauté, Conviction ne serait pas devenu un groupe à part entière. Il serait resté one man band peut-être. Après, je pense que Olivier aurait peut-être trouvé d'autres icônes, mais ce qui a provoqué la mutation de groupe en one man band qui est devenu un vrai groupe, c'est justement cette scène doom, le fait qu'on soit rentré en contact, Olivier et moi, par rapport au tribute de Cathedral, parce que je devais y participer avec Moonskin. Bon, ça s'est pas fait avec Moonskin, mais un soir Olivier avait mis un message en disant s'il vous plaît, je cherche un batteur pour enregistrer la reprise. Je me rappelle très bien de ce message-là. Il y avait aussi une conversation autour de ce projet et où tout le monde écrivait un peu. Et je me rappelle très bien du message qu'avait envoyé Olivier sur cette conversation. Oui. Et voilà, tu vois, il a envoyé ce message en disant il n'y a pas un batteur pour enregistrer, je ne veux pas de boîte à rythme, je ne veux pas de batterie programmée pour du doom, ça le fait pas, je veux que ça sonne qui est de la sueur, du sang, du métal et du bois. Voilà ce qu'il avait dit. Et du coup, je lui ai envoyé un message parce que on se connaissait mais de loin quoi. Ouais, bien sûr. On s'était croisés forcément, j'ai vu Temple of Baal en concert et puis on a pas mal d'amis en commun. Et donc texto, je lui dis écoute, je sais pas trop mais ça m'intéresse. Et donc il me dit c'est vrai, t'es sûr parce que ne me fais pas une fausse joie et tout, je galère vraiment et tout. Je lui dis non, écoute, on va réussir à le faire. De toute façon, je dois participer avec mon groupe, donc on n'a qu'à voir si on peut pas mutualiser le temps de studio ou un truc comme ça. Ouais. Et puis il commence à m'envoyer des messages en me disant écoute,
quitte à aller en studio, tu sais, j'ai un album en préparation. Allez, soyons fous, tu fais l'album. Et je lui dis, écoute, il faut que je réécoute parce que Conviction, j'avais écouté comme ça vite fait, mais ça m'avait plu, mais j'avais plus les morceaux en tête, je savais pas trop. Et donc il m'envoie le lien de la démo et puis là je fais putain, pourquoi j'ai pas réécouté ça plus tôt. Et donc je lui ai écrit je suis chaud. Et parti. Et ouais, non, c'est pas encore parti là, c'est juste je dois enregistrer, hein. Je te rappelle que c'est juste ça. C'est vrai. Et derrière, il fait en fait je peux avoir Vincent et Fred dans le groupe. Est-ce que tu les connais? Je fais bah ouais, c'est des potes. Il me dit bah voilà, bah si toi tu veux jouer, bah ça sera avec ces gens-là. Et je fais bon bah je suis obligé de jouer dans ce cas-là. Ouais, là c'est clair. Avec la Dream Donc Team, je fais on y va. Bah je connaissais déjà Fred et Vincent, hein, bien entendu, mais surtout Fred. Ouais. Qui ne connaît pas Fred? Et voilà, et puis c'est là qu'on a lancé vraiment l'aventure groupe en tant que tel. Et pareil que vous, ça a mis du temps à se mettre en place, beaucoup d'attentes, beaucoup de remises en question, surtout sur l'album. On l'a fait dans une période où c'était un peu difficile pour pas mal de membres du groupe. Ouais. C'était assez difficile à ce moment-là pour tout le monde quasiment. Tout le monde, ouais. Et voilà. Et en plus, une fois que on avait réussi à le finir, bah c'était le Covid. Ouais, c'est ça. Putain, ça aide pas non plus. Ah non, c'est clair. Bah justement là sur la chronologie aussi de l'album, bah voilà, derrière après on chope le Covid, donc compliqué d'enregistrer quoi. Donc c'était ça aussi, ça a participé. C'est presque 2 ans aussi qui ont bien ralenti la sortie de l'album. Et par contre, par rapport, je rebondis aussi à ce que tu disais. Effectivement, il y a quand même aussi une pierre angulaire quand même autour de cette scène et tous ces groupes et tout. C'est le Magister quoi. C'est Steph Le Sceau. C'est quand même. Enfin dans le milieu du Doom. Avec un grand D ou underground. Je vais rajouter quand même. Je vais Laurent rajouter Lignon. Le Doom Finder General. Exactement. Monsieur Lignon, Monsieur Lignon, ouais. Lui aussi très 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 important pour la scène, pour le soutien, le support. Ouais. Ah bah nous, c'est les deux. Bah moi, c'est les deux personnes en dehors du groupe, les 2 premières personnes que j'ai rencontrées à Hellfest justement. Et ben c'était d'abord Stéphane et ensuite Laurent. On s'était donné rendez-vous justement au Hellfest et voilà. Et l'aventure, elle a démarré. Enfin surtout avec Stéphane, puisque Stéphane après c'est devenu le manager de Barabbas et autres. C'est vraiment nous, Stéphane, c'est vraiment alors là je pense qu'aussi s'il écoute ça, il va m'envoyer un message ou quoi quand ça va passer en me disant tu sais comme il est, mais c'est vrai, c'est le 6e membre de Barabbas, c'est-à-dire que là je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est lui là en ce moment qui s'arrache les cheveux pour nous trouver des dates, tu vois. On lui donne que la seule besogne, le pauvre. Des fois on a l'impression qu'il est plus investi que vous. Sans jeu de mots, hein. C'est vrai, en plus. C'est tout à son honneur, hein. C'est complètement, des fois, on est un peu honteux, quoi. On se dit, putain, mais t'inquiète pas, il croit en vous. Il croit en vous, c'est formidable. C'est bien le seul. Mais non, arrête. Ah non, mais des fois, il nous envoie des petits messages assassins, pour qu'on se bouge un peu le cul, et non, c'est souvent le coup de pied au cul qu'il nous faut pour bouger. Non, vraiment, big up à Stéphane Le Sceau, je fais des gros bisous. Donc, pour revenir à l'album, il sort en décembre dernier, et les retours de ce que j'ai vu, ils sont tous bons. Voilà, nous hyper surpris quoi. Les retours et là, enfin,
donc là, il y a quand même aussi du travail derrière du label. Hein. Il faut pas si on n'avait pas eu le label et notamment la personne qui s'est occupée de tout ce qui est presse et autres, on n'aurait peut-être pas eu ces retours-là. Mais effectivement, là, c'est grosse surprise pour nous. On a tous les canards nationaux qui commencent à se manifester. D'ailleurs, pareil, là, je pense que il y est aussi pour énormément, mais le premier à nous interviewer, et à nous demander, c'est Arnaud Strubble de Rockard, qui nous fait 2 pages dans le Rockard, plus album du mois, plus donc là on sent qu'il y a quelque chose qui frémit. Derrière on a New Noise qui nous contacte. Voilà. Entre temps on a Legacy, le canard allemand qui pareil nous demande des interviews. Enfin on sort fin décembre l'album et on est sur un début d'année où sans réellement dire de conneries, entre Stéphane et moi, on doit être à une interview par soir, quoi. Génial. Ouais. Et là pour le coup, c'est le truc qui est hyper grisant, mais qui en même temps fait un peu flipper, quoi. Parce que tu te dis, là, faut pas reste quand même les pieds sur terre, quoi. Je veux dire, il faut pas croire que ça va être comme ça, ça va être comme ça tout le temps, quoi. Et oui, mais d'un autre côté, il faut vivre le moment, il faut complètement. savourer, Non, c'est clair. Et puis, comme on dit souvent, ça n'arrive pas par hasard, c'est parce que vous avez bossé dessus, vous avez fait vos preuves au sein de l'underground depuis des années, vous êtes dans le circuit depuis longtemps et c'est vrai. Voilà, vous finissez par avoir la reconnaissance qui vous est due et encore, je pense que je vous souhaite le meilleur encore pour la suite, mais on espère. Le groupe est amené encore à grandir, ce qu'on attend tous, hein, c'est. Déjà normalement on devrait pas attendre 8 ans pour avoir le prochain album, puisque ça c'est une bonne nouvelle. On commence à taffer dessus. Après voilà, par contre vu les retours et autres, donc du coup nous on se met une pression aussi pour avoir des morceaux au moins de ce que les gens disent de même qualité, voire même un peu plus, parce que on écoute quand même, on apprend et on écoute aussi de nos erreurs et des choses qui peuvent nous être remontées sur tiens, ça c'est peut-être trop machin, c'est peut-être trop truc. Après nous on est aussi sur un credo où en fait Barabbas veut rester Barabbas, donc veut rester libre un peu dans son style musical. Voilà. Donc c'est pour ça que chez nous des fois t'as des côtés un peu poppy, un peu trucs comme ça, parce que on a toutes nos influences en fait on les ressent quand même, enfin on essaye de les remettre. Là, tu vois, on travaillait sur un morceau là, il a au démarrage il y avait un break très magmanien, donc là ça a été c'est un morceau là, on en est déjà à la 3e ou 4e version et bouture. Tu vois, en fait ce que j'allais te dire c'est vu que vous êtes assez critique envers vous-même, vous mettez la pression, mais vous faites ce qu'il faut pour que le prochain album vous plaise déjà et puis qu'il soit qualitatif. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas un truc que vous allez nous chier en 2 jours, quoi. Non, mais bon, on va essayer quand même de le faire quand même beaucoup plus rapidement. Déjà parce que on sait pas quand on va être obligé de mettre Stéphane en EHPAD, donc on essaye. C'est un bon coup bas, ça. Hein. On essaye de faire en sorte que tant qu'il a encore les méninges qui fonctionnent et que il arrive à manger sa soupe sans s'en foutre partout, on veut le faire bosser jusqu'à plus de 64 ans, lui. Très bien. Faut pas qu'il prenne sa retraite, lui. Ah non, interdit. On a encore besoin de bons riffs de Barabbas, des morceaux qui font bien secouer la tête. Complètement. Et
Niveau influence, donc tu en as un peu parlé, mais c'est quoi vos influences de base Alors pour tous les 5 en fait, c'est un peu bateau, mais ouais, ça va être Black Sabbath. Ça c'est le Black Sabbath Cathédrale, c'est vraiment le duo qui fait unanimité. Après Vitus, Pentagram, et puis voilà, ça c'est vraiment les groupes dont on parle le plus souvent, et quand on est ensemble qu'on écoute. Voilà. Après on a quand même tous des. Moi Thomas et moi, on va être peut-être les personnes qui vont être les plus quand même à écouter ce qui se fait en termes de doom. Stéphane, lui, c'est un peu plus un électron libre, c'est-à-dire qu'il va fonctionner en phase, c'est-à-dire il va avoir une phase où il va écouter que du vieux hard rock. Après, ça va passer au stoner. Après, ça va être que du doom. Après, il va écouter de la pop british, enfin voilà. Donc lui, il se nourrit de tout ça, même si nous après on écoute plein d'autres choses à côté. Après on a Alex qui lui est vraiment dans la culture 90s, donc grunge, enfin toute la grosse scène de Seattle, là, c'est vraiment son truc, quoi. Et puis après c'est un fan de Je discuterai de ça avec lui la prochaine fois. fois. Ouais, et c'est un fan de Patton aussi, donc Face No More, Mr. Bungle, tout ça, c'est vraiment les trucs qu'il adore. Et puis on a notre JC national, donc le batteur, qui lui va être un peu plus sur des trucs un peu plus cool, et sinon des groupes métal français du début 2000, tu vois, Lofo, enfin toutes ces scènes là parce que lui il a été aussi acteur de cette scène là, puisque il jouait dans le groupe Sarkazane, il était chanteur chez Sarka, donc qui faisait partie de toute cette famille là, un peu de groupes comme ça, Playmo, Acme, enfin tous ces trucs là, quoi. Donc lui il est là-dedans, et puis après il est ouvert aussi à beaucoup de choses, quoi. Mais donc voilà, on n'est pas 5 fous furieux à écouter que du doom et autres. Voilà. Et puis moi après je me tape quand même pas mal de black metal aussi. C'est un truc, j'y suis arrivé sur le tard, mais c'est un truc ça fait partie des musiques, enfin notamment. Alors moi je suis pas forcément la scène norvégienne, mais la scène suédoise, avec Dissection, avec Watain, tout ça, voilà, ça c'est et puis puis la scène un peu néerlandaise aussi, moi je vais être plutôt là-dessus. Et puis après stoner, puis le rock classique, forcément. Ouais, il y a un peu de country aussi, je suis un peu le cow-boy du groupe aussi. Ah bah écoute, t'as une idée de ton prochain accoutrement sur scène? Écoute, mais blague à part, j'adorerais jouer dans un groupe de country, j'adorerais chanter dans un groupe de country. Ben, n'attends pas de te réveiller un jour et de dire putain pourquoi je l'ai pas fait. Faut que je remette mes Santiago. Au moins que tu saches pourquoi il fallait pas que tu le fasses. C'est ça. Ouais, c'est vrai que de la country en français, par contre, ça peut être parce que là pour le coup, si je chante en anglais, c'est pas compliqué. Déjà quand t'emmerdes souvent à te dire que tu chantes comme Johnny, ben là. Oh putain, je crois que tu vas l'avoir encore. Hein. Tu sais que et le pire c'est que je reconnais le talent du musicien, mais je ne supporte pas Johnny Hallyday, quoi. Maintenant ça me fait rire, mais au début quand on me disait il y a des intonations de Johnny, ou alors quand on me dit que j'ai les intonations de Bernie Bonvoisin, oui, j'adore, mais à un moment donné, c'est pas des choses que tu as cherché, quoi. Trust aussi, quoi, c'est ma jeunesse, mais ce que je veux dire, c'est un truc vraiment français, c'est que tu chantes en français, donc tu peux pas avoir. On est obligé de te raccrocher. Alors j'ai le droit à téléphone, j'ai le droit à Bernie Bonvoisin, Johnny Hallyday. Bon, après Johnny Hallyday, je te dis, c'est pas ma cam. Bon, après,
tu peux pas retirer que vocalement le mec c'était une pointure. Oui, c'était pas un gars. Hein, c'est ça. Donc moi maintenant ça me fait sourire. Je prends ce genre de truc. Mais au début ça me vexait quoi. Je disais putain mais en fait ils me prennent pour un totor quoi. Donc ouais mais quand t'es un mec, enfin moi je suis hyper sensible et puis zéro confiance en moi, une estime de soi proche du néant. Donc je prenais vraiment ça hyper pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des musiciens et la sensibilité, et que dire que ce qu'il fait c'est de la merde ou machin. Moi c'est quelque chose, je travaille dessus. D'ailleurs c'est drôle parce que j'écoutais justement ton dernier post là avec le chanteur de Vociferian et Adrien ouais, et ça m'a fait il y a quelque chose qu'il a dit à un moment donné qui a résonné assez fortement dans ses propos, justement en disant que qu'il était sensible et que au début il y avait des choses, il le prenait vraiment à cœur et que ça pouvait le bouleverser et le rendre malade quoi. Et j'étais comme ça au démarrage. Bon maintenant voilà, maintenant ça me fait plus sourire mais je travaille quand même dessus pour essayer justement d'effacer ce genre après de référence quoi. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que tu attends, quelles sont tes attentes par rapport à Barabas pour le futur, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et après, je te dirai, on se donne rendez-vous dans quelques années, on fera le bilan. Le bilan. Le bilan. Et je suis sûr qu'il y a plein de choses qui vont se réaliser. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère. Après déjà mon premier souhait, c'est qu'on mon premier souhait en fait c'est surtout qu'on reste des amis pour toujours quoi, parce que c'est vraiment mes frangins quoi, c'est ma famille. Après c'est par rapport au retour qu'on a eu et puis par rapport à l'album et autres, c'est con, je t'ai dit un truc, ça, je suis ému là. C'est débile, idiot. J'aimerais bien en fait comment faire des même si là on a des projets de festivals et autres qui sont de belle importance, je suis comme les autres quoi. J'aimerais bien voir si on est capable de faire des plus grosses scènes, qu'on nous propose des premières parties voilà, et puis donc ça c'est le genre de choses qui me plairait. Mais après j'ai une ambivalence aussi en me disant que je suis bien aussi avec justement cette espèce de collectif qu'on a tous formé ensemble et à tourner tous ensemble, à prendre des bons moments et autres. Mais voilà, donc tu vois, je voudrais qu'on essaye de voir si c'est possible de nous faire évoluer encore un peu au niveau des concerts et autres, et puis mais continuer quand même à tourner avec vous tous, avec les copains, pour passer des bons moments quoi. Et puis voilà, et puis qu'on arrive à faire qu'on continue à faire quelques albums, et puis que notre musique elle continue à toucher certaines personnes, qu'elle plaise, et puis qu'on passe des bons moments avec tous les gens qu'on rencontre, parce que au fur et à mesure, à chaque fois on rencontre des gens vraiment top. Là tu vois, là on part le 24, on a un concert dans le Gers via le Distofest, qui est organisé par les personnes qui animent l'émission Headbanger Zone, et ça c'est un truc que je suis hyper pressé d'y aller, parce que c'est des gens qui voilà, ils ont vraiment kiffé sur Barabas, ils aiment Barabas, et là quand on joue à Bordeaux, ils sont déplacés pour venir nous voir, voilà, c'est ce genre de moment que je veux continuer à vivre quoi, à rencontrer ces gens-là, plein de bienveillance, de gentillesse et autres, parce que j'en ai besoin quoi. Alors toi tu le dis pas, mais moi je vais le dire quand même.
Pour moi, c'est pas ça serait bien, il faut que vous soyez programmé bientôt sur une prochaine édition du Hellfest. Oh là, pour moi, vous avez carrément, vous avez carrément, vous êtes carrément légitime. Pareil pour le Motoc, sans dénigrer les autres fests, hein, mais Motoc on a déjà fait, ouais, mais c'est nous aussi, enfin. Ah bah voilà. C'est vrai que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on pensait que de par tous les retours qu'on avait et tout ça, on aurait peut-être eu une petite chance de touche caresser l'espoir d'être à l'affiche cette année alors après on se dit oui, on est sorti au mois de décembre, donc peut-être que les programmations devaient déjà être bien avancées, donc en fait, c'est très compliqué, ils ont vraiment beaucoup de demandes, j'imagine. Et il faut pas se leurrer, les créneaux sur lesquels les groupes français underground peuvent évoluer, ils sont peu nombreux, hein, au final. C'est clair. Il y a mais il faut y croire, il faut se tenir prêt. Oh, on demande que ça, nous. Voilà. Et en attendant, ça permet aussi aux gens de vous voir sur d'autres affiches, hein, en attendant. Ouais, c'est clair. Et puis nous, ça nous plaît aussi si on peut être un peu moteur ou locomotive pour justement derrière qu'il y ait des groupes qui soient découverts et autres. Tu vois, par exemple. C'est important. Des groupes comme Negative Conception, Concept, oui. Voilà, tous ces groupes-là. Enfin, là, il y a Super Tsar. Enfin, on a une scène tellement, parce que vous, Conviction, voilà, vous êtes déjà vous aussi sur le haut du panier. En plus, vous avez eu la chance vous de participer l'an dernier à un Hellfest et autres. Donc, c'est un truc de fou. Mais j'imagine. Ouais. Ça, c'est une. Toi, tu connaissais déjà, t'avais déjà joué avec d'autres groupes, quoi. Oui, j'avais fait avec Corrosive Elements en 2016. Ouais. Déjà, c'était incroyable. Mais là, le truc qui s'est passé, enfin. Ah oui, c'est clair. Vous avez là pour le mois de juin de l'année dernière, ça a été un mois hyper. Non, mais je suis passé d'un extrême à l'autre. Hein. C'est-à-dire que j'ai perdu ma mère en début de mois. Là, ça fait 1 an, tu vois. Ouais. Et je revenais vraiment. Je suis revenu d'Algérie où je l'ai enterré. Ouais. Je suis rentré. Le lendemain, on reçoit une proposition pour jouer chez Denis Halleux au Hunt in the Castle. Tu sais, c'est son festival dans le château, la Vourie de Antibes. Au départ, je dis non parce que je leur explique que je viens de rentrer, que j'ai besoin d'être avec ma compagne, avec ma fille. J'ai besoin de. Et derrière, t'as Denis qui dit non, vous lui dites, il vient en famille. On prévoit l'hébergement pour la famille, ils viennent, on veut vraiment voir Conviction. Et là, je me dis, écoute, j'y vais, ça va me faire du bien. En plus, la musique de Conviction, c'est vraiment une catharsis, hein, pour ce genre de choses. Donc, littéralement, je suis sur la route pour y aller. Et là, j'ai le téléphone qui sonne et je me dis, c'est des potes qui veulent me présenter des condoléances. Tu vois. Donc je ne réponds pas. Ouais. Et puis à un moment, je m'arrête sur une aire d'autoroute, on fait une pause et j'écoute les messages et là j'entends, écoute, si tu veux jouer au Hellfest avec Conviction, tu nous rappelles aujourd'hui. Et voilà, t'as pas toute la journée, s'il te plaît. On a besoin d'une réponse le plus vite possible. Donc j'appelle tout de suite mes copains qui venaient de décoller eux aussi pour aller en Belgique. On se décide tout de suite à dire oui, forcément. Ouais, c'est clair. Et là, on rentre dans un engrenage, dans une dynamique où toutes les portes s'ouvrent d'un coup, tout devient fou parce que à ce moment-là, on comprend qu'on va remplacer un groupe, mais on sait pas quel groupe, quel créneau. Et aussi que c'est arrivé un petit peu, c'est un coup de peau, quoi, qui arrive, et parce qu'en fait on a
on avait rappelé que le groupe était dispo pour pas mal de. Enfin, on était sur la dynamique où il fallait qu'on joue le plus possible, donc on a envoyé pas mal de messages à droite à gauche. Voilà, et en fait, notre proposition est tombée au moment où il y a eu l'annulation de My Dying Bride. Donc, en gros, l'orga a dû faire. Bon bah c'est tout eux. Hein. S'ils sont ok, c'est eux. Voilà. Et voilà, et c'est un truc de fou qui s'est passé derrière avec le retour du public, la prestation assez surréaliste pour nous, hein, mais puis le son de ouf que nous a fait Simon, notre pote qui nous a qui est que j'ai connu tout jeune et que maintenant pour moi c'est une référence en termes de son. Il rentre de tournée avec Bolzer là, tu vois. Ah ok, d'accord. Ah ouais, putain, d'accord. Ouais. Et il nous a fait un son, mais mon gars, laisse tomber. D'ailleurs, quand on a récupéré l'audio, on a dit il faut qu'on le sorte en bootleg. Il y a pas le choix, quoi. Voilà, il faut le faire, même si la performance n'est pas ultime forcément, mais elle est honnête, tu vois. Il y a pas de. Ouais. Mais voilà, donc pour revenir, moi je vous souhaite d'avoir des opportunités comme ça. Vous en avez la carrure, ça c'est indéniable. Vous avez le talent, vous avez tout ce qu'il faut pour. Donc c'est juste que il faut que soit les organisateurs entendent encore plus parler de vous. Soit que vous soyez chiant et omniprésent, on est là. Ouais, et ça c'est ce que Barabas ne sait pas faire. Ça c'est vraiment le point noir, c'est la visibilité qu'on sait pas faire. Donc on va travailler dessus. En tout cas, il y a de quoi faire et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup, merci. Je vais te laisser avec le mot de la fin parce que on est quand même assez bavard ce soir. Ouais, bah écoute, c'est cool. C'est hyper plaisant. Enfin moi, c'est pour le coup, c'est vraiment une conversation, quoi. C'est pas, c'est. Bah oui, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs un peu comme ça que t'as inventé ton podcast, quoi. C'est plus de la conversation que de l'interview. C'est hyper plaisant. J'ai vraiment passé un super moment. Je te remercie. C'est moi qui te remercie d'avoir été présent. Je te laisse annoncer vos prochaines dates, vos prochaines sorties, s'il y en a. Il y en a normalement une que tu dois annoncer parce que on va être dessus aussi, donc. Ah oui. Parle. Oui. Mais par contre, j'ai pas la date de sortie de cette compilation. D'accord. Je vais rebondir quand tu commences et je vais rebondir derrière. T'inquiète, je te couvre. Super. Non, au niveau de l'actualité, donc le 24 juin, on sera donc au Distofest dans le Gers, à l'île Bouzon. Et puis ensuite, on a une petite période où on attend toutes les propositions qui peuvent nous être faites. Et au mois d'octobre, donc il y a deux dates avec pour l'instant on peut pas trop l'annoncer, mais on a deux dates. On a deux dates qui se feraient tout début octobre avec un groupe étranger. Et puis on a une participation à un autre festival qui est le New Blood Fest, où là on va pareil, on impatient aussi d'y être, parce que je pense que ça va être dantesque de par les personnes qui seront là-bas et qui nous attendent. Donc ça risque d'être bien violent. Et puis on a un autre festival sur fin octobre où pareil, pour l'instant on sait qu'on est sur l'affiche. Voilà, mais on peut pas trop communiquer. Oui, je sais qu'il y a un autre groupe frère qui est aussi sur l'affiche, mais pas le même jour. Et mais on sera là la veille. Cool. Et donc il y a une compile. Exactement. La compile qui est la nouvelle édition de Doomed and Stoned in France. Donc c'est
le projet de Steph, dont on parlait tout à l'heure, exactement, qui met en avant la scène française pour tout ce qui est doom, stoner, sludge, avec un cahier de charge quand même assez large, mais quand même pointu, c'est pas. Et puis il y a vraiment des trucs. Enfin voilà, je sais pas si Steph pour l'instant, il y a peut-être pas tous les noms de groupes qu'il veut annoncer, mais il y a des reformations, il y a des groupes qui malheureusement arrêtent, mais ont quand même avant d'arrêter enregistré. Il y a des groupes il y aura des avant-premières de futurs albums. Enfin voilà, moi j'ai Steph assez régulièrement à chaque fois il me renvoie un truc en disant putain j'ai ça, c'est une tuerie, oh là là, ça va être une tuerie. Donc j'imagine en fait en gros si je résume ce que Steph me laisse entendre, c'est que c'est une compilation de tueries. Voilà, déjà que la précédente qui date de 2018 était énorme, hein, ouais. J'ai passé des mois à l'écouter quotidiennement, donc vivement la nouvelle. C'est prévu pour le mois de juillet. Ah voilà, c'est ça. J'ai pas une date. Je savais plus si c'était sur fin juin ou juillet. Je savais plus. Je voulais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, Steph commence à communiquer là-dessus et on va essayer de relayer au maximum tout ça. C'est clair. Voilà. Je voulais te laisser le mot de la fin, mais. Écoute, mais ça va justement, ça va être ça va être très bien pour le mot de la fin. C'est que voilà, en France, on a une scène doom qui est vivante, qui est innovante, qui est pleine de surprises et de bonne musique, de bons musiciens. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres scènes, en tout cas à l'étranger, qui aient une qualité de groupe et de musiciens, en tout cas sur le doom, le sludge, stoner, peut-être pas stoner, mais sludge et doom. En tout cas en France, on se porte bien. On a la chance d'avoir en plus des groupes locomotives. Je pense notamment à des groupes comme Hangman Chair ou des groupes qui montrent ce que en France on est capable de faire, et ça fait du bien, et il faut continuer à tous se supporter, se serrer les coudes, et puis avancer comme ça, parce que ça ne pourra être que bénéfique pour tous, quoi. Donc voilà, on a Amen, exactement, au nom d'Ampère, du Rif et de Saint-Yomi. Saint Rodolphe a livré la bonne parole. Voilà, j'ai communié et baptisé cette émission. Parfait, on va pouvoir continuer. Donc prochainement, il faut que je prenne du black metal pour remettre du cracra dans l'émission. Exactement. En tout cas, merci beaucoup mon ami pour ce moment, et puis j'espère qu'on va se voir bientôt, nous. Ça, à mon avis, oui, on devrait se croiser prochainement, c'est sûr. Oui, ça serait cool. Je te fais des gros bisous, et puis encore 1000 merci pour ce super moment, quoi. Je crois qu'on aura fait une des émissions les plus longues en plus, là. Ah oui, là, elle est longue. Putain, c'est ça le nous. C'est long, il y aura pas long. De coupe. On va pas censurer, là, ça va être. Non, on y va. Version intégrale. Stop. Merci beaucoup. Allez, salut. À plus tard. Ciao.